Voilà, bien bonsoir à toutes et à tous. Je vous demanderai d'applaudir eh bien, tous les gens qui sont avec nous sur ce plateau. Merci. Nous sommes ensemble ce soir pour un anniversaire. Alors c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours 20 ans. 20 ans, c'est quelque chose de beau. Je crois que tous les gens qui sont autour de ce plateau eh bien, ont eu un jour 20 ans. D'autres les ont dépassés. Ils sont avec nous autour de cette table. Il y a deux anciens formateurs du Greta, Jean Cortial et André Vidil, et Louis Giorsetti, qui est donc le responsable du Greta, et qui va nous parler un petit peu de ce Greta qui a 20 ans aujourd'hui, qui a commencé en 1982. Nous avons d'autres personnes avec nous sur le plateau. Nous en parlerons tout à l'heure. Il y a des gens qui ont participé de très près à ces manifestations avec le Greta. Il y a des anciens stagiaires. Il y a les administratifs. Donc on va les découvrir tout au long de cette soirée. Alors on va voir, vous êtes à la retraite. On va voir que vous avez des activités quand même, ou en pré-retraite, oui, André est en pré-retraite, pardon. On va voir que vous avez des activités quand même assez spéciales, notamment pour Jean et pour André. Alors vous allez voir que Jean a volé de ses propres ailes. Vous allez comprendre pourquoi. Et André, lui, adore toucher le bois. Voilà, on envoie tout de suite ces reportages sur Jean Cortial et André Vidil. Merci. Niché au pied de la huche pointue, le village de Lachaud respire calme et sérénité. C'est ici, dans une ambiance agricole, d'avant les OGM et la vache folle, que nous avons retrouvé André Vidil, qui depuis les origines a été un fidèle pilier de la vidéo. Je fends mon bois moi-même parce que ça c'est un truc que les gens de la ville, ils savent pas. C'est que quand on a fendu son bois soi-même, l'hiver, là, quand il burle, qu'il fait bien froid, qu'on allume la cheminée, si on a fendu soi-même son bois, à température égale, on a plus chaud. Et c'est vrai. André est un bricoleur efficace. Sa demeure est là pour en témoigner. Menuisier de talent, il peut aujourd'hui consacrer plus de temps au travail du bois. Et voilà, un assemblage tenon mortaise, qualité broadcast. On peut faire des tas de choses avec le bois. Vous avez des bûches, des meubles. À l'époque où je travaillais au Greta, j'avais pas le temps d'en faire beaucoup. Parce que c'était quand même assez prenant. Maintenant que j'ai le temps, j'en fais pour moi. Je fais ma cuisine, le lit dans lequel je dors. Puis j'en fais même maintenant pour les copains, vu que j'ai du temps. Mais bon, il faut pas le dire, les artisans ne seraient pas contents, c'est la concurrence déloyale. Mais j'aime beaucoup le bois et j'aime beaucoup travailler le bois, effectivement. André est aussi photographe et cette passion pour la belle image était bien sûr un atout pour son travail de formateur audiovisuel. Une autre activité que j'ai toujours pensé reprendre un jour ou l'autre, quand j'aurai le temps de pouvoir le faire, c'est la photo, photo au laboratoire, photo noir et blanc. J'ai commencé à faire de la photo noir et blanc à l'école normale, en seconde. Dire qu'il y a pas mal de temps. J'avais arrêté pendant une période où j'ai déménagé, tout ça. Mon agrandisseur est resté dans son carton pendant à peu près 25 ans. Ça y est, enfin, je l'ai ressorti. Je vais pouvoir refaire de la photo noir et blanc. Vous allez me dire, c'est dépassé maintenant la photo noir et blanc. On a l'ordinateur, les appareils numériques. C'est de la photo aussi, mais c'est autre chose. Je pense que le noir et blanc n'est pas dépassé. On a encore pas mal de choses intéressantes à faire avec le noir et blanc. Ce qui n'empêche pas aussi de faire de la photo numérique à côté. D'autant que j'ai l'intention j'ai en projet une exposition photo sur des paysages de Haute-Loire. Et ça me permettra de concilier deux activités. Une d'intérieur, la photo noir et blanc en laboratoire, et une d'extérieur, très saine quand on arrive à un certain âge. C'est un sport pas trop violent, la marche à pied. Comme ça, je pourrais à la fois faire de la marche à pied et de la photo. Visiblement, la vie au grand air profite bien à notre collègue. Salut Dédé. Voilà.
1998, le personnel de la vidéo apprend avec effroi l'incroyable nouvelle. Cela est d'autant plus incroyable que l'intéressé jouit dans le petit monde du Greta d'une réputation au-dessus de tout soupçon, d'un sérieux sans faille, d'une capacité de réflexion inébranlable, bref, d'un équilibre mental que beaucoup envient. Pourtant, le fait est là, Jean, oui, Jean, a décidé de construire un avion. Je me pose encore la question de savoir pourquoi. Il y a sûrement quelques raisons objectives, comme par exemple pouvoir disposer d'un avion au moment où on veut, quand on veut, pouvoir voler sur un appareil un peu différent des appareils classiques d'aéroclub, et puis qu'un beau jour j'ai vu cet avion et que j'ai eu un petit coup au cœur, j'ai flashé un peu là-dessus et je me suis dit ça serait pas mal de pouvoir voler sur cette machine. Et j'ai étudié la faisabilité et apparemment c'est quelque chose qui était envisageable. Il y a un certain nombre de difficultés quand même qu'il ne faut pas négliger quand on part dans ce type d'opération. Enfin, moi, je me suis lancé après avoir vu un petit peu les différentes phases du travail. Et une fois lancé, on est obligé de s'en sortir. C'est-à-dire que quand des problèmes se posent, il faut trouver des solutions. Travailler sur un avion, c'est une entreprise de longue haleine. Il faut s'y tenir et il faut aller jusqu'au bout et vérifier vraiment pas à pas chaque opération qui est réalisée. Passé le premier moment de stupeur, on s'habitue peu à peu à cette idée saugrenue. Il faut dire que les récits détaillés de la construction que nous livre régulièrement l'intéressé sont plutôt rassurants. Il fait preuve, semble-t-il, dans cet ouvrage, de sa rigueur habituelle, augmentée même d'un petit plus imposé par le fait que, une fois construit, il devra voler avec. De plus, le journal local, photo à l'appui, se fait écho de l'opération. C'est donc bien du sérieux. Un soir, nous sommes enfin invités à voir à l'échelle 1 l'objet de tout ce travail. Nous découvrons au fond du garage de l'intéressé un appareil dont toutes les pièces ne sont, semble-t-il, pas encore réunies et qui offre au premier abord l'aspect d'une barque ventrue. Après avoir réorienté notre point de vue, le constructeur nous explique avec beaucoup de passion où se trouve l'avant, puis l'arrière, où seront placées les ailes, le moteur, etc. Bon, nous partons presque rassurés. En tout cas, il semble bien que cette chaloupe prendra l'air dans peu de temps, et avec Jean aux commandes. Premier vol, un cobaye est d'abord utilisé. Contre toute attente, la machine prend l'air et semble s'y maintenir. L'aéroplane est admis dans le monde prestigieux de l'aéronautique. Depuis que je suis monté dans un avion, j'ai eu envie de passer à la place du pilote. Pouvoir maîtriser cette troisième dimension, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On se confronte aussi un petit peu aux éléments, on découvre les paysages et les régions sous un autre angle. On a l'impression que notre pays est tout petit. Ben, j'ai eu l'occasion justement de faire pas mal de prises de vue à partir d'engins volants, avions ou ULM. Et j'ai trouvé que c'était un support assez extraordinaire. Alors évidemment, là, quand je pars avec mon caméscope, je pilote d'une main et puis je fais des images de l'autre. C'est pas toujours extraordinaire, mais alors c'est un peu le pied, ça. Le Puy de Fox, Papa Juliette Echo Alpha MTR 0 parking, je roule au point d'arrêt pour un vol local. Alpha depuis la piste 33 en service. H. Appelé, point d'arrêt. QNH 1026, piste 33, rappel, point d'arrêt, Echo Alpha. Encore bravo, Jean. Voilà, ben, je crois que vous pouvez applaudir ces deux formateurs. Je connaissais un peu Jean Cortial et André Vidil, mais j'étais très loin d'imaginer qu'ils avaient tous les deux un talent très différent. Alors André, vous êtes un homme de la terre, plus près du sol. Vous aimez le bois depuis quand? Parce qu'on a vu que vous avez réalisé de très belles choses. Oh, le bois, depuis voilà, moins de temps que la photo. La photo, c'est quelque chose que je pratique depuis très longtemps. Le bois, ça m'a pris une vingtaine d'années. Quand même. Ah, quand même. Et des dons, parce qu'on a vu des belles choses à réaliser. Il faut quand même un certain don. Je sais pas s'il faut un don. Il faut. On aime ça. Est-ce qu'on a un don? Je sais pas. Et la photo a aidé pour les réalisations que vous avez faites, parce que on voit le monde différemment quand on prend des photos, non? Certainement, oui. C'est vrai que, surtout la photo noir et blanc, c'est un petit peu spécial maintenant. Ça paraît un petit peu désuet et dépassé par la photo numérique.
Mais j'ai récemment eu l'occasion d'organiser à Monistrol une exposition d'un jeune photographe, photo noir et blanc. C'est quand même assez... Je veux dire, il y a encore plein de choses à faire dans la photo noir et blanc. Et alors vous allez vous y employer pendant votre pré-retraite et peut-être après à la retraite encore un petit peu plus? Bien sûr, j'espère. J'espère. Très bien André. Alors Jean, vous avez carrément décollé, mais quelle idée de faire un avion? Attendez, parce que c'est quand même quelque chose d'un peu, un peu extraordinaire. Oui, je sais toujours pas, je l'ai dit tout à l'heure, je sais toujours pas pourquoi je l'ai fait. En tout cas, il y a des choses comme ça. Un jour, on se dit, ça se fait, pourquoi pas moi? Et l'idée m'est venue à propos d'un avion. Ça aurait pu me venir à propos d'autre chose. Mais un beau jour, comme ça, cette idée m'est passée par la tête. Ça m'a donné d'abord l'occasion de faire beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages, beaucoup de visites. Parce que je suis allé voir sur place à quoi ça ressemblait. J'en ai essayé quelques-uns au passage. Ça m'a permis de balader, de voir la France d'en haut et dans plusieurs régions. Et puis j'ai choisi ce modèle-là un beau jour, voilà. Mais je fais plein d'autres choses aussi. Hein. Là, il se trouve qu'on a axé le reportage sur le sujet. Moi, je dirais presque que maintenant, j'ai presque le temps de faire de la vidéo aussi. Donc, alors que quand j'étais au Greta, j'avais plus du tout le temps. Je m'occupe aussi d'activités de plein air extérieur, de la marche, je fais de la maçonnerie. Je casse pas trop de bûches, mais je pourrais aussi. Donc, non, je fais pas mal de choses. Ouais. Mais on voit que vous êtes des hommes très polyvalents, donc on dira que l'audiovisuel mène à tout, pratiquement, non? Ah, l'audiovisuel, en tout cas, c'est un monde qui permet de découvrir plein d'univers. À travers l'œilleton de sa caméra ou à travers les sujets qu'on traite, on est amené à montrer, à s'exprimer sur énormément de sujets complètement différents de nos préoccupations habituelles. Et en ce sens-là, c'est extrêmement enrichissant, oui. Alors André, est-ce que c'est vrai tout à l'heure ce qu'on a entendu, que quand on casse son bois, on trouve qu'il fait plus chaud après, quand on le brûle dans la cheminée? Bien sûr. Non, mais c'est vrai, oui, c'est pas une légende. Hein. Parce qu'on a sué pour le casser. C'est vrai, oui, tout à fait. Très bien. Eh bien, Louis, je crois que 20 ans c'est quand même long, hein, on disait tout à l'heure. Et on va regarder dans quelques instants les 10 premières années du Greta. Hein, je crois qu'il y a un reportage qui nous est proposé à ce sujet. Donc on va peut-être le regarder et puis ensuite on réagira sur cet enregistrement, ou s'ils ne sont pas tout à fait prêts derrière les techniciens. Si, c'est bon, on peut envoyer ce reportage, puis on réagira. Donc c'est scindé en deux, il y a les 10 premières années qui arrivent et ensuite on discutera un petit peu, on trouvera les 10 autres années. Avant JC, il n'y avait que ténèbres et silence. Puis, soudain, en appuyant sur le petit bouton rouge, une image apparut. Certes, elle était encore faible et d'une couleur approximative, mais elle était là. Le son, lui aussi, souffrait de quelques défauts, mais sa présence aux côtés de l'image permit de dire que le Greta, audio et visuel, était né. Vous-même, M. Lédy, avez-vous été mobilisé? J'ai été mobilisé, j'ai même été fait prisonnier, mais j'ai eu la chance de m'évader. Premier film, un peu hésitant, la technique n'est pas encore maîtrisée, mais le sujet est sérieux, on y croit. Suivra toute une série de produits d'une qualité certes inégale, mais les acteurs donnent le meilleur d'eux-mêmes, les techniciens font leur possible. Voici quelques morceaux choisis parmi les plus savoureux. L'appétit vient en mangeant, dit la sagesse populaire. Doublant d'un seul coup son effectif, le Greta Vidéo se lance dans des réalisations plus cossues. Les stagiaires, toujours passionnés, exploitent à fond les possibilités du matériel nouveau. Par une série de réalisations, ils nous montrent leur talent. Et compte tenu du fait que l'alligator 427 est attendu par l'ascenseur de
20. Oh putain, il a encore cramé où 2. La fabrication de reportages nous permet de suivre l'actualité locale, au travers d'interviews réalisées sur le vif, dont voici quelques extraits. Il y a 50 ans, eh ben, qu'est-ce qu'on avait? On n'avait rien, il n'y avait pas l'eau, il n'y avait pas le gaz, il n'y avait rien. Alors, c'est de là, les étrangers sont nés, il n'y a pas de biais sanitaires. Mais des étrangers, permettez-moi, excusez-moi l'expression, mais des types qui ne sont pas de Saint-Germain. Alors ça grossit les familles. Les visites des personnalités importantes sont évidemment couvertes, quelquefois en exclusivité, comme ces images du président Mitterrand que vous ne trouverez nulle part ailleurs, l'équipe du Greta étant la seule admise en ces lieux. Éclectique en diable, l'équipe s'intéresse à tout, constituant ainsi au fil des années un stock d'archives qui couvre très largement les activités locales, l'artisanat, l'industrie, les arts, les fêtes et les spectacles, notamment le festival de Saint-Vidal, dont les spectacles, de grande qualité, ont été filmés en intégralité 5 années consécutives. La télévision locale est, avec l'arrivée des systèmes numériques, un sujet hautement d'actualité. Savez-vous que déjà en 1987, le Greta du Velay présentait pendant une semaine 1 heure de diffusion quotidienne au public velave. Cette expérience, renouvelée l'année suivante, sera sans conteste un des moments forts de l'activité vidéo du Greta. 11h. Bonne soirée à tous sur Télé Velay. Don Luis, pourquoi une formation à la communion, puis, à la communication? Parce que c'est un défi qu'ont lancé des hommes compétents, je parlais de Cortial et de Vidil, un défi qu'on a lancé parce que dans une région comme la nôtre, on n'a pas trop l'habitude de parler de vidéo et de technologie trop moderne. L'évolution des techniques et des us et coutumes du monde de l'audiovisuel conduira bientôt le Greta vers d'autres aventures passionnantes. Très bien, on a vu quelques bons moments du Greta. On ne s'ennuie pas au Greta apparemment, hein. Il y a eu des choses assez intéressantes. Alors Louis aussi, on vous voit dans le film 20 ans en arrière pratiquement, non Ça fait mal. Ça fait mal? Ah oui. Pourquoi? Parce que les 20 ans ont passé. Oui, mais bon, 20 ans. Ça fait mal. Vous direz ce que vous voudrez, mais ça fait mal. C'est vrai? Oui. Alors ce Greta, on a vu, on va rencontrer des gens là. On a Nice Productions derrière nous, c'est des gens qui ont participé au Greta, qui ont continué, puisque maintenant ils ont une entreprise qui fait de la production de cassettes vidéo. De revoir tous ces gens, on verra tout à l'heure des gens qui ont une boîte de production, d'autres qui s'occupent d'audiovisuel dans des grands centres. Ça fait plaisir de retrouver comme cela au cours de ces 20 années passées, ces gens qui reviennent, puis il devait en voir d'autres. Tout le monde n'a pas pu venir ce soir. Moi, je vous avoue que ma plus grosse impression, c'est que je n'ai pas vu passer ces 20 ans. Moi, c'est une chose dont je suis le plus content. Je n'ai jamais mis les pieds à mon travail de mauvais cœur. Et avoir au bout du fil un jeune qui dit qu'est-ce que c'est que la vidéo, je voudrais en faire, ou avoir au bout du fil Cortial qui me dit on a tel plan à tourner, il nous faut tel matériel, ou avoir Pierrick, ça a toujours été un régal. Et je vous avoue qu'enfin je les vois avec bien sûr émotion, pensée, et même un peu des larmes de joie, pas sans rigoler, mais aussi d'autres choses. Mais j'ai pas vu passer ces 20 ans. Vous allez quitter tout doucement ce Greta, d'autres vont vous remplacer. En fait, c'est ça la réussite d'une entreprise, c'est qu'on s'en va, mais derrière ça continue. Enfin, je ferai tout pour que la transmission se passe, d'ailleurs comme Jean et André l'ont fait pour ce qui est du pédagogique, pour ce qui est des formateurs. Moi, en tant que conseiller en formation, déjà, je vous dis franchement, je suis à 3 ans de l'écurie, déjà, je commence à me dire qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que la transition se passe au mieux, pour que, à la limite, il tue le père. Il ne faut peut-être pas le tuer tout de suite quand même. Non, mais en fait, ils ont 3 ans pour le faire. Ils en ont encore un peu besoin, non? Oh non, plutôt ils se débrouillent, mieux c'est maintenant. Oui. Oui. Il veut aller à l'écurie très très vite. Hein, oui, dirait, oui. Hein. Non, je vais faire de l'avion. Il veut rejoindre. Je veux faire de l'avion, oui, ça s'empêche pas. Du bois. C'est bon, vous avez trouvé un apprenti là, pas de souci. Hein. Eh bien, on va aller faire. On va continuer donc notre périple, 10 ans, les premières 10 années, et là on va voir les 10 dernières années. Qu'est-ce qui est devenu le Greta en fait dans ces 10 dernières années? En
1991, le Greta du Velay ouvre un cycle de formation au BTS audiovisuel nouvellement créé. À cette occasion, de nouveaux équipements apparaissent, permettant aux stagiaires de travailler sur des produits plus consistants. Les documentaires, les reportages, les plateaux de télévision prennent une allure plus aboutie. Fidèle à son habitude, l'équipe engrange et archive. À travers ces travaux, de nombreux sujets sont abordés. L'artisanat, l'industrie et le commerce local sont l'objet de reportages ou de documentaires pour les différentes promotions de stagiaires qui se succèdent durant 10 ans. Les vidéogrammes de qualité nous montrent des richesses du patrimoine local. De nombreux artistes débutants ou déjà aguerris peuvent se produire devant les caméras et les micros du Greta. Bonsoir, on s'appelle les Souris, on a un authentique boys band auvergnat. Une opération télévelée est même relancée en 93 et surtout 94 avec émission depuis le relais du Mont Denise. C'est le début de la série des multicams de Shadrach qui s'est depuis perpétuée avec comme thème les cafés-concerts, l'Occitan, le théâtre, bien d'autres. À cette occasion, il faut remercier Michel et tous ses copains d'avoir toujours accueilli avec entrain ces encombrantes opérations. Merci aussi à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont par leur soutien permis l'aboutissement de ces projets. Voilà donc ce reportage, 10 années encore ont passé. On a pu voir dans ce reportage qu'on était souvent à la Maison pour tous de Shadrach. Et nous avons sur le plateau, alors ça va être difficile pour lui parler de me tourner, mais nous avons Michel Allemand. Alors Michel Allemand, en quelques mots, bien moi je l'ai découvert grâce au Greta d'ailleurs, puisque un jour il m'a appelé pour venir présenter une émission faite avec le Greta. Et puis depuis, on en a fait plusieurs. C'est un homme, je dirais, de l'ombre. C'est quelqu'un qui ne se met jamais en avant. Alors ce soir, je vais vous demander de faire peut-être pas une standing ovation. Enfin, si vous voulez vous lever, vous pouvez. Mais de l'applaudir très très fort, ainsi que toute son équipe. Voilà, oui, c'est vrai. Merci pour tout, Michel, parce que c'est quelqu'un, comme disait Louis tout à l'heure, l'audiovisuel, ils l'ont osé au Greta. Eh bien, lui, à la Maison pour tous de Shadrach, il ose. Et toutes les années, quand les équipes de techniciens débarquent à Shadrach, eh bien, c'est pas triste parce qu'il faut monter le décor, il faut passer beaucoup de câbles. Alors, Michel, qu'est-ce qui t'a donné l'idée d'inviter le Greta à la Maison pour tous de Shadrach ? Moi, je ne les ai pas invités, hein, c'est eux qui se sont imposés. En fait. Non, plus sérieusement, je crois que l'idée est partie tout simplement d'un jour d'une mise à disposition de locaux, parce qu'il s'est trouvé qu'on avait une salle de libre. Ça devait être ça, je pense, en 91 ou 92. Et que donc, on a eu un multicam pendant une semaine. Et autour de ce multicam, il y a eu des affinités qui ont été trouvées. Il y a eu beaucoup de sympathie qui a pu se dégager avec l'équipe, avec Jean, avec André, avec Bertrand, qui était déjà là à l'époque, je crois.
Et que cette amitié, ce plaisir qu'on avait eu à les accueillir a fait qu'on a eu un jour envie d'aller un peu plus loin. Et aller un peu plus loin, ça voulait dire peut-être s'impliquer un peu plus dans l'organisation chaque année, préparer ensemble des projets de multicaméra autour de thèmes qui souvent nous étaient chers. Alors il y a eu des thèmes variés et des thèmes quelquefois des choses un peu épiques, mais en tout cas ça nous a permis de travailler ensemble avec toujours un petit peu la même volonté de travailler, de prendre du plaisir à travailler, quoi. Et aussi de mettre en avant un petit peu tout ce qui pouvait exister sur le plan culturel au niveau local. Alors on a fait des choses au niveau de la bouffe, hein. C'était assez mémorable parce que derrière la bouffe il y avait toujours un peu de vin et que ça contribuait à créer un lien. Un petit ariké. Je remarque d'ailleurs que ce soir on nous a complètement oublié, on nous a servi quelque chose d'immonde, mais bon, 10 ans de formation ça n'a rien amené. Donc il y a eu des choses autour des soirées gourmandes qui ont été assez marrantes, il y a eu des choses autour de l'Occitan, il y a eu bien évidemment, vous en avez parlé dans le reportage, Télévelé, et du fait de la diffusion, c'était une pression encore un peu plus importante. Puis il y a eu cette année avec la LODA, on avait nous envie de rendre hommage à la LODA et on a travaillé ensemble autour des multicaméras et puis après avec les gens d'Anis autour d'un produit qui a bien marché d'ailleurs. C'est un produit enfin quand je dis un produit, c'est rassembler un petit peu les œuvres de la LODA. Voilà, c'est 10 années d'amitié, de plaisir à travailler ensemble et à chaque fois permettre aussi au public de venir voir comment se tourne une émission de télévision et ça nous paraissait important. Alors on a dit à chaque fois que c'était la dernière. Hein. Comme on le dit depuis 9 ans, on peut supposer qu'il pourrait y avoir une continuité. Là, tu mens parce que j'ai entendu tout à l'heure en aparté que tu avais déjà une idée pour l'année prochaine. On va y réfléchir avec mon voisin. Je crois que tu réfléchis très très fort déjà. Hein. Tu réfléchis tellement fort qu'on l'a entendu, tu vois. Donc, alors, ça nous permet peut-être de parler en quelques instants de Anis Productions, puisque c'est vrai que cette année, on a eu la chance de participer à ces très belles émissions sur la LODA. La LODA qui fait un travail énorme au niveau du théâtre sur la Haute-Loire. Vous voyez qu'on forme des jeunes au Greta, hein, puisque là, ils sont avec nous, c'est eux qui réalisent cette émission. Il faut savoir quand même pour les gens qui sont avec nous ce soir, et puis pour ceux qui verront ensuite cette cassette des 20 ans du Greta, que ce soir, ils passent leur examen, eux. Nous, on est décontractés, là. Eux le sont peut-être un peu moins. Mais je crois que ça se passe très très bien, donc déjà bravo à eux. Et ils passent leur examen, donc c'est pour cela que c'est quand même une soirée un peu particulière pour tous ces jeunes qui après vont partir sur le très difficile emploi de ce métier parce qu'il faut beaucoup trimer, je dirais, pour souvent des résultats très difficiles. Hein. C'est un métier très très dur. Alors bravo à ces jeunes qui ont envie de sortir peut-être un peu du quotidien. Alors, le quotidien, c'est des gens, je ne suis pas très féru en télévision, mais ils travaillent avec des Betacam, je crois que c'est ça, hein, ça s'appelle comme cela. Pierrick, si je dis des bêtises, tu me reprends. Est-ce que vous trouvez maintenant que c'est plus facile pour les stagiaires qui arrivent, ou est-ce qu'avant c'était beaucoup plus difficile? Est-ce qu'ils ont plus de chances que ceux qui ont commencé il y a 20 ans? André, Jean? Je pense qu'il y a, par exemple au niveau du montage, l'évolution vers le montage numérique, les stagiaires qui arrivent connaissent en général déjà l'outil informatique. Alors que, bon, auparavant, une table de montage, les stagiaires qui arrivaient découvraient la table de montage. Donc, le fait de connaître déjà l'outil informatique est peut-être une aide et facilite l'utilisation des logiciels de montage, je pense. Oui, pour eux, c'est un petit peu plus facile. Hein, on va dire que c'est un peu plus facile. Oui, je sais pas, moi je trouve qu'au début de nos formations, la prise en main du matériel se faisait quand même de façon assez rapide. Dans la philosophie qu'on a essayé de développer pour les formations, une de nos idées, c'était de faire que le plus tôt possible, les gens qui arrivaient en formation puissent être autonomes sur le matériel. Okay. Et une fois un début d'autonomie acquise, après, on faisait des efforts pour améliorer ses performances, ses savoir-faire et ses connaissances. Donc, on a toujours pu accéder très vite à l'outil, le manipuler et écrire avec cet outil. Alors, sur la question de l'activité, est-ce que maintenant c'est plus facile pour des stagiaires de rentrer dans l'activité qu'avant? Ben, je sais pas, peut-être. C'est peut-être plus facile maintenant parce qu'il semblerait que les
tuyaux et les réseaux se développant, il y a peut-être plus de besoin en images. Mais à voir. On verra ça. Alors, on va tout de suite retrouver les institutionnels. On a parlé un petit peu tout à l'heure avec Louis. On en reparlera un peu après ce reportage, puisque les caméras du Greta ont été se promener un peu. Bien, eh bien, on a vu les institutions, on a vu quelques réactions. Bien sûr, il pourrait y en avoir beaucoup plus. Alors, Louis, l'institutionnel, quand on parle audiovisuel, le matériel, là, ça coûte très, très cher. On a abordé un petit peu le sujet tout à l'heure. Mais comment, quand vous rencontrez ces gens, comment ils réagissent? Bon, c'est vrai qu'ils sont toujours tous très contents que vous soyez là, mais quand on leur demande un peu le nerf de la guerre, comment ça se passe? Il n'y a plus personne. Vous savez, attendez, que ce soit des élus ou que ce soit n'importe qui, soyons clairs, ils sont là pour vous tenir de beaux discours, puis c'est tout. À vous de vous débrouiller, pointe à la ligne. Alors c'est le chantage, c'est la menace, c'est la prière, c'est... mais il faut pas y compter. Je me démerde, on se débrouille tout seul. Et tant mieux, on n'a pas à leur dire merci. Si vous saviez ce qu'on est bien. Oh là là. Sûrement, remarquez, c'est vrai que quand on dépend de personnes, c'est beaucoup plus facile d'ailleurs d'aller au bout de ses idées, parce qu'après souvent on nous canalise. Et... C'est conviction. Ces idées, je ne sais pas, mais c'est conviction. Et c'est sûr que, bon, Jean, tout à l'heure, le petit film sur le matériel, avant-hier, j'ai trouvé sur mon bureau, par les formateurs actuels, un ensemble de devis. Il leur faudrait 1 300 000 francs, c'est-à-dire 200 000 euros d'investissement en matériel. Alors je peux faire la tournée des popotes et aller essayer de pleurer auprès de différents élus. J'aurai droit à de grands discours. Je le sais, je perds mon temps. Donc j'essaie de repérer là où sont les fonds. J'essaie de voir dans quel cadre je peux rentrer. J'essaie de faire des projets et puis on avance comme ça. Bien, on a eu votre avis. C'était très intéressant de savoir comment vous pouviez vous débrouiller justement pour... Moi, en fait, si vous me permettez encore une chose, qui que ce soit qui se lance dans la communication... Bon. Le problème de la communication et le problème de l'audiovisuel, c'est le problème de la diffusion. C'est pour ça que dès 1987, on avait pensé à la télévision locale. De nouvelles perspectives s'ouvrent. Et je le dis ici à haute voix, ceux qui pensent pouvoir faire des télévisions locales, très bien, j'approuve, je suis un peu... Mais surtout, qu'ils se méfient comme de la peste de l'homme politique, quel qu'il soit. Et aussi, parce que son objectif, c'est de se faire réélire. Le soir de l'élection, quand vous verrez le nouveau président de la République venir vous remercier, vous verrez dans ses yeux, et pensez bien que dans 5 ans, vous devez me réélire. Et donc, ne vous mettez pas entre les mains. Soyez indépendants. Très bien. Bon, on va continuer parce que là, on a écouté, hein, on a pris acte. Alors, on n'a pas parlé de la presse. André, Jean, Louis, je ne sais pas qui est-ce qui veut répondre. Comment il vous voit la presse, là, la presse régionale, départementale? Comment il vous voit? Comment il voit le Greta Duvlay? On a, au cours des 20 ans qu'on vient de passer, on a eu pas mal de contacts avec la presse, que ce soit la presse écrite ou audiovisuelle. C'est vrai que les expériences de télévision locale qu'on a faites ont marqué un petit peu sur le plan événementiel ces activités. Donc ça a été repris par la presse et en 87, la première expérience de Télé-Velay, les journalistes étaient à tour de rôle, les différents médias, c'est-à-dire les journaux et les radios locales, à tour de rôle rédacteur en chef du journal. Donc ils participaient vraiment à notre expérience. Et ils ont trouvé ça très intéressant. Alors pourquoi, je dirais, ça n'a pas continué? Oui. Bon, la loi ne le permettait pas. L'audiovisuel en France et les télévisions en particulier ont toujours été un sujet qui donne des crises de caractériel à toute la France, à tous nos hommes politiques. On fantasme beaucoup. Nous ne sommes ni en Italie, ni en Espagne, ni aux États-Unis, où la télévision locale, c'est comme l'épicerie qu'on vient de voir, si vous voulez. Bon. Il est sûr et certain que les pouvoirs en place, qu'ils soient politiques, économiques ou autres, a toujours peur de gens qu'ils ne contrôlent pas, en particulier des journalistes avec les sociétés de journalistes qui ont une certaine indépendance.
Ils ont peur de trop les contrôler parce que on a le souvenir en France de l'ORTF qui était la télévision, enfin comme disait le ministre de l'époque, la télévision c'est moi. Hein. On avance de façon très... Il a quand même fallu, j'allais dire, 81 et un changement de géographie pour que les radios locales existent. Vous en savez quelque chose, monsieur l'ingénieur. C'est une drôle situation. Je pense que la France, là-dessus, enfin, la France, d'une façon générale, se comporte vis-à-vis de ses médias et des médias audiovisuels comme Elle n'est pas mature. Elle n'est pas mature. C'est ou la crainte, ou l'envie de la servir, ou l'envie de la... Bon, alors, est-ce que ça va évoluer? Je pense, j'espère, parce qu'il y a le cadre européen qui va bouger. Comment ça va tourner, je ne le sais pas. Il restera toujours le problème du financement. On parle beaucoup de télévision numérique terrestre. Ça va ouvrir les canaux, car on n'a pas beaucoup de fréquences. Rappelez-vous que sur le Puy, on n'a que 6 fréquences, et que lorsqu'on a fait la télévolée, la 5e est venue s'installer derrière nous sur les émetteurs que nous avions quand nous sommes partis. Maintenant, avec les télévisions numériques terrestres, paraît-il, il y a 33 fréquences par site, dont 3 fréquences réservées au local. Alors, je le disais tout à l'heure, quand on veut communiquer, c'est bien de faire un audiovisuel, mais c'est bien de pouvoir le diffuser. Et je pense que dans les mois, peut-être des années à venir, ça va forcément changer. Il faut avoir l'œil, il faut ouvrir, il faut regarder, mais reste quand même le problème du financement et du contrôle, qu'il soit politique ou économique ou financier, de ce média. Et je ne sais pas, enfin je vous dis, le chemin est encore long. It's a long way to Tipperary. Et donc, eh bien, on va parler un peu des stagiaires, parce que c'est quand même 20 ans, je pense que vous avez formé pas mal de jeunes. Hein. Alors tout d'abord, André Brescia, qui est avec nous, et Bernard Roche. Je vous demandais de présenter un peu ce que vous faites, parce qu'on me l'a dit, mais je ne voudrais pas trop me tromper. Donc je crois que André Brescia, lui, a une entreprise de production, non, c'est ça? J'avais, j'ai arrêté il y a 2 ans, oui. Enfin là j'en ai une autre, mais qui n'est pas forcément donc, dans l'audiovisuel. C'est, on va dire, plutôt orienté donc multimédia. Ça veut dire qu'il y a une petite partie vidéo, mais ça reste quand même infime par rapport donc, au reste de l'activité. Mais bon, j'ai quand même quelques restes de la formation. Donc vous étiez en formation en quelle année au Greta? 89. Ah oui, donc déjà dans le début du Greta. Oui, voilà. Très bien. Oui, donc, alors, bon, ben, vous êtes les expériences des gens qui continuent quand même dans ce filon. Alors, est-ce qu'on peut vivre bien de ce métier? Et que diriez-vous aux stagiaires qui sont autour de nous? Derrière, j'en vois qui hoche la tête. Si, non, il y a les impôts, oui, c'est ça. Hein. Non, mais hormis les impôts, après, je pense que c'est en fonction de l'orientation qu'on va prendre. Alors, moi, j'ai été gérant d'entreprise donc, pendant 8 ans. Et je ne suis pas millionnaire, donc par contre, on peut effectivement relativement bien gagner sa vie. Ouais. Vivre correctement. Correctement, tout à fait. Mais quand on vit de sa passion, c'est quand même pas mal, non? Je pense que ça fait partie du choix et c'est un paramètre important, effectivement, dans le choix de ce type d'activité. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous conseillerez à ces jeunes qui sont en train de passer leur examen? Alors, des conseils, moi, j'en donne jamais. Non, c'est très mauvais, les conseils. Il n'y a rien de tel pour faire des bêtises. Non, mais je pense que s'ils ont la foi, s'ils ont la passion, si effectivement, donc c'est pas uniquement des carriéristes et qu'ils ont envie de s'éclater là-dedans, il y a moyen de le faire. Et effectivement, comme vous l'avez souligné donc, précédemment, il y a un secteur d'activité qui est en pleine effervescence et ça vaut le coup d'en profiter. Ouais. Bien, merci André. Bernard Roche. Alors Bernard Roche, lui, a été stagiaire en quelle année? 85. Encore avant. Ah, presque avant. Presque au début, non? C'était, je sais pas, c'est le 3e, non? Ouais, 82, 85. C'était dans c'était une formation un petit peu particulière et privilégiée, puisque je suis hospitalier. Donc, oui, il faut présenter un peu ce que vous faites, c'est intéressant quand même. Alors, j'appartiens donc au service audiovisuel qui était monté donc suite au Greta en 87. Ensuite, Marie-Dominique Laurent qui se cache je sais pas où, qui est venue avec moi ce soir et nous a rejoint un an après. Et puis, j'irai la passion, la folie des gens du Greta nous ont poursuivis et j'aurais envie de penser que Jean nous a pris right play mais pause et ça c'est terrible.
Mais c'est vrai que, et puis on peut pas s'en passer. Je dirais tous les ans, on trouve une excuse pour se faire une formation au Greta. Alors l'année dernière c'était le Steadicam, bon c'était pas léger, mais on l'a fait et puis on y revient. On peut pas s'en passer, quoi. Et c'est gentil à vous, je crois qu'on peut les applaudir. Merci d'être venus. On arrive au terme de cette émission. On a parlé technique, on a parlé avec le directeur, on a parlé avec les formateurs. Il y a quand même, à quelque part, dans ce Greta, des gens qui font de l'administratif. Et nous avons ici la secrétaire à tout faire, je vais dire. C'est ce qu'on m'a dit, hein. C'est ce qu'on m'a dit, Cathy. Cathy Attard, la secrétaire à tout faire, c'est la maman des stagiaires. Enfin, elle a beaucoup de fonctions. On m'en a dit beaucoup de bien. Alors, je vais faire un peu comme Michel Allemand. C'est des gens qui sont dans leur bureau, qui grattent du papier, qui font toutes les choses. Elle nous a même maquillés, vous avez qu'à voir, avant l'émission. Donc, elle sait tout faire. Eh bien, également, je vous demande de l'applaudir très, très fort. Alors, Cathy, vous pouvez prendre un peu le micro. Vous avez beaucoup d'enfants, hein, comme je vois, hein, beaucoup de gens à gérer. Oui, ben je vous remercie pour tous ces... Je suis bien c'est émue, le sentiment général. Hein. Et puis, c'est un plaisir de travailler avec tous ces gens qui sont passionnés, autant les stagiaires que les formateurs. Et voilà, toute l'équipe, c'est un plaisir de travailler avec elle. Bon, on fête les 20 ans du Greta, mais vous, c'est votre 10e anniversaire de présence au Greta. Oui, c'est vrai, mais je ne suis pas la seule, ceci dit. Hein. 10 ans, je crois qu'il y a M. Bertrand Brandly aussi. Moi, je suis rentrée en janvier, me semble-t-il, et Bertrand est rentré en février. Michel, l'équipe Bertrand, moi, Bertrand, Michel et moi, je crois que premier trimestre, on est rentrés en même temps, hein, pratiquement. Voilà, merci à toutes les deux. Donc, Louis, Jean, André, on va arriver au terme de cette émission. Alors, je crois que, Louis, vous vouliez quand même remercier ces jeunes qui se sont occupés ce soir de cette émission. Eux, ils vont avoir une note pour leur examen. C'est pas une chose très facile. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Hein. Il y a le son, il y a l'image, il y a la lumière. C'est pas si facile que ça. Non, c'est pas facile, mais c'est surtout leur passion. Merci. Ça sera pas facile non plus. Ça sera pas facile. Ça sera pas facile. Eh bien, on va laisser Louis couper le gâteau du 20e anniversaire du Greta. Alors, je crois que si vous avez envie, vous pouvez chanter Happy Birthday. Hein. Happy Birthday Greta. Hein. Allez, Louis. On va couper... Il y a Pierry qui dit... Louis, il y a Pierry qui dit il n'y a plus de fonds européens pour le gâteau. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Depuis 84, moi, Louis. Il y en a d'autres. Oui. Oui, vous pouvez applaudir, hein, vous pouvez applaudir, je crois. Ouais. Je mérite. Oui, je mérite les enfants. Oui, je mérite. Le Greta a 20 ans. Hein. Bien, moi, je voudrais en profiter pour remercier tous les gens qui ont participé ce soir à cette émission. Je crois qu'elle s'est déroulée une fois de plus dans la bonne humeur. Le Greta va continuer. Bon, dans 20 ans, je ne sais pas où on sera, hein, mais espérons qu'on sera peut-être encore là pour pouvoir voir comment évoluer le Greta pendant 20 ans. Je vais souhaiter à tous les stagiaires qui sont là ce soir eh bien, de réussir dans leur passion, puisque on a parlé beaucoup de passion ce soir, d'amour du métier. Ils vont passer des moments difficiles, je crois que comme dans toutes les professions, rien n'est facile, surtout à l'heure actuelle. Ce qu'il faut, c'est le moral, c'est aller au bout de ses convictions, comme le disait tout à l'heure Louis. Et puis je crois que si, à la fin de votre carrière professionnelle, vous avez été au bout de votre conviction, eh ben vous pourrez dire que vous avez réussi votre vie. Merci Louis. Vous avez eu de très bons exemples avec Jean et avec André, avec les stagiaires qui nous ont rejoints et qui nous ont dit eh bien, leur vécu, qui sont toujours dans l'audiovisuel. C'était une soirée donc pour les 20 ans du Greta. Moi, je vous demanderai d'applaudir très très fort. C'est tous les jeunes qui ont réalisé cette émission et notamment Guy Vasseur, à qui j'ai eu affaire. Donc bravo à toutes et à tous. Vous pouvez vous applaudir très très fort. Merci à vous. Jean-Pierre, alors non. Jean-Pierre. Allez.
Et la fête continue après, hein, bien sûr. Hein. Allez, au boulot. J'ai conseillé pour faire 89. Alors, chez Alice Productions, on vend des cassettes de la Loda. Et les